Salut, c'est Otarios. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'analyse de ma caméra IP. Pour rappel, dans la partie 1, on avait réussi à extraire la mémoire flash de la caméra dans le fichier memory.bin. Et du coup, cette partie va se consacrer à réussir à lire cette mémoire, comprendre comment elle fonctionne, etc. et retracer tout le processus de démarrage de la caméra. Donc, ce memory.bin, c'est du coup un dump d'une mémoire flash qui utilise donc la technologie MTD Blocks, Memory Technology, quelque chose du genre. Ce qui fait que si on fait un file de memory.bin, il ne sait pas ce que c'est. Si j'essaye de monter le fichier memory.bin, il ne sait pas ce que c'est, etc. Le but, ça va être de réussir à extraire les différentes partitions qui sont contenues de là-dedans. Heureusement, on a une grande aide de la part de la caméra, puisque si on regarde le fichier boot, on peut voir que à la ligne là ici boot args, on a mtd parts avec là ici tout simplement la taille de chacune des partitions, enfin de chacun des morceaux de la mémoire. Voilà, on va pouvoir, du coup ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin et ça j'en ai pas besoin. On va pouvoir coller ça là et reformater correctement ce fichier. Donc le premier du coup fait 512K et du coup commence à 0 et va jusqu'à 512K. Du coup, on va pouvoir utiliser Python par exemple pour calculer 512 fois 1024. Du coup, le premier bloc va de 0 jusqu'à cette valeur-là. Le bloc suivant, du coup, commence à cette valeur-là et fait du coup 1600, fait donc 1600 fois 1024, fait donc cette taille-là. Ensuite, donc ça c'est boot. Ensuite, kernel, on a dit que du coup, il va là. Ensuite, la partition route. La partition route, elle commence donc au début de kernel plus à la taille du kernel. Elle commence donc à 2 millions et elle fait 2826 fois 1024, cette taille-là. Ça, c'est donc notre partition route. Ensuite, user. Du coup, notre partition user, on se retrouve donc avec plein de fichiers en .bin. Et si on prend file de tous ces fichiers en .bin, on se rend compte que du coup, on a bien boot.bin, il ne sait pas ce que c'est, les premiers 512. Ensuite, on a bien notre kernel. Root.bin, il s'agit bien d'une partition. User.bin, il s'agit bien d'une partition. Web.bin, il s'agit bien d'une partition. Et mtd.bin, malheureusement, il ne sait pas ce que c'est. C'est pas grave. Normalement, je me demande s'il n'est pas censé savoir ce que c'est. Je vais juste vérifier que j'ai bien mis les bonnes valeurs. Voilà, j'ai bien fait ça plus ça et ça fait 100. Ça a l'air d'être bon. Donc du coup, le contenu d'mtd.bin peut être intéressant. Je vais voir si je l'ai pas mal découpé le fichier. Donc je vais utiliser binwalk qui va me lister ce qu'il a trouvé. Effectivement, il a bien trouvé une partition GFFS2, mais en plein milieu du fichier. Espérons qu'on n'ait pas besoin de notre mtd.bin. On va créer un dossier qu'on va appeler analyze. Voilà. On va copier, on va déplacer tous nos fichiers en .bin dans notre dossier analyze et on va pouvoir déplacer memory.bin, voilà, parce qu'on n'a pas besoin. On se retrouve donc avec tout ça. Si on regarde notre boot, on peut voir que du coup, effectivement, c'est squash fs et on peut voir que le root c'est le bloc 2. Donc pour rappel, on avait du coup premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième partition. Et on sait que root, c'est censé être la partition numéro 2. C'est-à-dire que kernel, c'est la partition numéro 1. Et du coup, boot, on va dire que c'est la partition numéro 0. Donc je vais renommer tout ça. Voilà. Donc on se retrouve du coup avec toutes les partitions que j'ai renommées selon ce que je pense. On verra après si c'est vraiment le bon ordre. Mais à mon avis, c'est le bon. Et on va créer un dossier qu'on va appeler root. Et on va tout simplement procéder, puisqu'on n'a pas sous la main de système MIPS pour pouvoir suivre étape par étape ce qu'il fait. On va tout simplement reproduire ce que fait normalement le kernel Linux et uboot. Donc effectivement, si on regarde du coup boot, qu'on re-regarde la ligne, on peut voir que du coup il monte mtd-block 2 en tant que root, en tant que partition root, et il exécute linuxrc dedans. Donc on va commencer par faire ça. On va du coup monter notre partition root dans notre dossier. Du coup, on a vu que le kernel il exécutait linuxrc. On va donc pouvoir regarder ce que c'est comme type de fichier linuxrc. Donc linuxrc, c'est un lien symbolique vers bin/busybox.
Alors, BusyBox, c'est un super outil pour pouvoir faire des systèmes embarqués comme ça. On va aller dans bin et je vais vous expliquer en même temps et vous allez comprendre. Si on regarde tous les fichiers qu'il y a dans bin, donc l'entièreté des exécutables, on peut voir que l'entièreté des exécutables sont des liens symboliques vers BusyBox. En fait, BusyBox, c'est un exécutable que vous compilez, vous choisissez ce que vous voulez inclure. Donc, dans ce cas-là, eux, ils ont choisi d'inclure l'entièreté de ces commandes. Et en fait, BusyBox est le seul fichier dont on a besoin pour pouvoir utiliser toutes ces commandes. BusyBox les embarque toutes, on n'a besoin d'aucun autre exécutable. Puisque si on regarde, par exemple, Bash, si on regarde, etc., souvent, ils ont plein de dépendances, etc. Ça va un petit peu dans tous les sens, il y a plein de fichiers. Dans ce cas-là, on a un seul truc, BusyBox. BusyBox, il embarque tout. C'est la fin des exécutables nécessaires au système. En tout cas, on va pouvoir aller regarder ce que LinuxRC de BusyBox fait. Du coup, LinuxRC. Cette version d'init est designée pour être lancée uniquement par le kernel, super très bien. Il ne supporte pas plusieurs run level. BusyBox fonctionne parfaitement sans init tab. Si il n'a pas trouvé d'init tab, il exécute cette suite d'instructions là. Et ensuite, si on a choisi d'utiliser un fichier etc init tab, il faut respecter cette syntaxe là. Donc on va pouvoir aller regarder si etc init tab existe. Si on fait un etc.ls, on peut voir bien qu'on a un init tab. Là, on va pouvoir faire un cat de notre init tab. Au démarrage, il désactive toutes les partitions swap. Il monte /dev, /dev/pts, /dev/shm, très bien. Il fait un mount.a, donc il faudra regarder dans /dev/fstab la liste des partitions qui montent automatiquement. Ensuite, il définit son username, son hostname par rapport au fichier hostname. Puis, il exécute RCS. Dans le cas où on a une console, du coup, apparemment, il définit automatiquement une console. C'est bizarre parce que nous, on n'en a pas eu. C'est étonnant. Et quand il s'éteint, il démonte toutes les partitions. Donc, première chose, voir ce que contient fstab pour savoir s'il y a des partitions supplémentaires à monter. Et ensuite, regarder initRD RCS. Donc, si on fait un cat fstab, donc il monte proc, il monte pts, tmp, run et 6. On n'a donc aucune partition supplémentaire. Ça, c'est des partitions par défaut hein, de Linux. Il n'y a rien là. Il faut donc aller voir dans init.d et voir ce que fait RCS. Là, on a beaucoup plus de choses. Il commence par setup mdev. Il définit les verbes d'environnement classique. Il définit un petit peu des interfaces réseau. Et on peut voir qu'ils ont désactivé, ils ont mis un commentaire telnetd. Alors, c'est des fois le cas sur les caméras de vidéosurveillance. On se rend compte qu'il y a un port telnet qui est ouvert et sur lequel en fait on a tout simplement accès à un terminal. C'est une énorme faille de sécurité, c'est catastrophique, mais malheureusement c'est comme ça. En tout cas, on peut voir qu'il monte le bloc 3 en /user et le bloc 4 en /pool/voice. On va faire ça. Du coup, il monte notre partition user il monte du coup en /user et il monte la partition web.bin en root /pool/voice. Ensuite, une fois qu'on a monté ces deux, il monte du coup notre mtd qui d'ailleurs était noté par file comme étant de la data. Il n'avait pas trouvé de partition JFFS2, mais imaginons. Il le monte en /pool/mtd et si le fichier .mtd n'existe pas, il démonte, il formate la partition et il copie des fichiers de config. Très bien. Et il tente de configurer 2-3 trucs avant d'exécuter /user/init/appinit. /user/init et du coup il exécute appinit. S'il y a pas de non, je sais pas. Non, si j'ai le droit d'exécution, si j'ai le droit d'écriture, je crois. Sur disk size, du coup, je configure ça et je m'en sers comme ok, donc en fait, c'est créer une partition swap à partir de ça. Un petit peu moins de 16 mégaoctets de partition swap. Ensuite, il exécute start.sh. Donc, start.sh, je vais l'ouvrir dans Subtext, ça sera peut-être plus simple. En tout cas, le fichier est long, donc voilà. On a donc click reboot. Si du coup, ce qu'on lui envoie comme paramètre est différent de 0, il reboot. Il y a une fonction format SD card qui, du coup, tente de partitionner la carte SD. Il supprime la première partition, il crée une nouvelle table MS-DOS, il crée une nouvelle partition de type primaire. Numéro 1, il laisse la taille, le point de départ par défaut, le point d'arrivée par défaut, et il écrit sur le disque. Donc, simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il formate, il efface toutes les partitions, et il crée
une partition principale prenant toute la place sur la carte SD. Voilà, et ensuite, il formate en VFAT la carte SD sous le nom de Powell IPC ou le nom qu'on lui a donné en paramètre. Là, on a une fonction qui monte la carte SD, on s'en fiche un petit peu. Là, il parse la ligne de commande. J'ai vu aucune de ces variables dans la ligne de commande, donc on va passer. Ensuite, il cherche par rapport du coup à la carte Wi-Fi qui est utilisée le nom du driver Wi-Fi avant de l'activer. Ensuite, il active 2-3 modules, voilà, pour les moteurs, pour le PWM, pour le speaker, etc. Et ensuite, du coup, il regarde quel type de sensor c'est, et en fonction du type de sensor, je suppose, voilà, qu'il essaye du coup aussi de charger la partition. Et c'est la fin. On a donc rien d'autre. Il n'exécute pas d'exécutable directement. On va voir si on n'a pas, si je fais un tri de user, voir si on n'a pas raté des fichiers. Du coup, nous on a vu appinit et start, on a vvt100 et on a setir qu'il faudrait voir. Et sinon, on a un binaire, là ici on a un binaire qui s'appelle alloca. Et on a un ETC qui a un truc pour monter, ok très bien. Reload W1, ça faut voir les configs, mais à mon avis il n'y a rien d'intéressant, etc. Donc d'abord, on va du coup aller dans user, init, et on va regarder ce que c'est setir. Et setir qui contient des choses. On me demande ce qu'il fait. C'est peut-être le script qui permet d'initialiser la caméra au début, de faire tourner le moteur à gauche, à droite, etc. Peut-être, mais j'en sais pas plus. Et file vt100, compilate term info entry vt100. Donc c'est pas un truc qui est affichable normalement. En tout cas, on a du coup quand même etc à aller voir. Donc Mountain MMC qui monte en fait la carte SD en slash media ou qui la démonte. Très bien. On a un rc.config qui contient des valeurs. Très bien. Reload WLAN. Ça peut être intéressant. Reload WLAN.sh. On a donc ok, bon, très bien. Il reload en fait les différentes il reload les différentes choses liées à la caméra et liées à internet, donc module, des configs 2G, 3G, machin truc, 8G, tout ce qu'il veut, très bien. J'ai un point 1, j'ai un point 2, je sais pas s'il y a une différence. Si je fais un diff de mon reload WLAN et reload WLAN.1. Alors, visiblement, il y a une très grande différence entre les deux. Ouais, ok, c'est l'indentation. Et à part l'indentation, il n'y a pas d'autre chose. Très bien. Bon, ça a pas l'air d'être très intéressant. On a des configs, on va faire un cas de étoile.conf. Voilà, juste comme ça. Et ici, on a le nom d'un réseau Wi-Fi. Avec... bon, voilà, très bien. Là, on a une config pour micro DHCPD qui est probablement le système. Du coup, c'est le serveur DHCP quand il crée un réseau Wi-Fi lors de sa configuration de la caméra. Très bien. En tout cas, on n'a rien d'intéressant. Il y avait d'autres choses, je crois. Est-ce que dans Wi-Fi, il y a un WPA supplicante et dans Wireless, il y a deux drivers? Ça, on va pas, je pense, aller voir. Si je fais un cas de WPA, firmware, pardon, pas driver. Ok, on n'a rien dedans. Si je fais un cas de upstate. Oh, intéressant. On a des informations. Beaucoup de trucs illisibles, mais on a des informations. Peut-être un nom d'utilisateur, peut-être un mot de passe. Peut-être donc une adresse IP qui doit probablement se trouver en Chine. Bon, le temps qu'il cherche, du coup, voilà. Un nom de fichier. Bon, des identifiants, probablement de... Bon, des identifiants, très bien. Probablement des adresses IP, des masques. Pas très intéressant. Là, et si on va dans Wireless, on a quoi? On a donc... Ah! J'ai rien dit. Je pensais que c'était des firmware. C'est peut-être pas des firmware. En tout cas, on a un wireless.config qui contient énormément de choses. Et du coup, si on va là-dedans, que je fais un cat du MT. Bon, c'est de la config, quoi. Donc, rien d'intéressant. On a fait le tour de ça. Bah, on va même faire plus simple. Hein. On va faire un point. Voilà, pour avoir. Donc, tout ça, on a vu que c'était BusyBox. ETC. La plupart de ça, on est allé voir. Il y a peut-être une chose dans ETC qu'on n'est pas allé voir, c'est Shadow. Voir quel était le mot de passe de route.
Et du coup, au passage, le password pour voir s'il y avait d'autres utilisateurs. On a Sensor qui ont des liens vers des drives, enfin vers des firmware ou alors des configs. On a du coup des librairies nécessaires et on a des modules du coup pour tous les sensors, tous les moteurs, etc. Donc on a MNT-NFS, mais bon, du coup il n'y a rien. Est-ce que je crois pas avoir vu de quoi charger une partition NFS. Bon, imaginons. Effectivement, on n'est pas allé voir dans Pool qu'on a monté. En tout cas, est-ce qu'on a fait le tour de user? Donc bon, SBIN, encore une fois, on l'a vu. Et ça, on l'a vu. Il y a juste là ici ce user share DHCPC à la limite qu'on peut aller voir. Et du coup, effectivement, on peut aller dans Pool du coup maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant à aller voir là-dedans? On a du coup, on a un exécutable, upgrade my, et ensuite on a AppMode qui pointe vers voice générale. Ça pointe vers, bon, visiblement ils pointent quasiment tous vers voice générale, sauf certains trucs. Mais du coup, si je vais dans voice général, c'était voice général. Si je fais un file de tout ça, du coup, c'est des points G711A, mais il n'a aucune idée de ce que c'est. Ouais, pouvoir aller chercher ça. Bah, du coup, l'adresse IP, du coup, il s'agissait effectivement d'une adresse IP de Tencent en Chine. Bon, en tout cas, du coup, on a ce fichier-là, norme G711. Norme de compression qui définit PCMU, PCMA, échantillonnage 8 kHz. Du coup, ça demande très peu de bande passante sur le réseau, très bien. Et c'est du PCM. On va pouvoir essayer d'ouvrir ça dans Audacity. On va pouvoir faire file import, on va importer des données brutes. On va importer root, voice générale, et on va importer un fichier qui est relativement lourd quand même. Allez bon, appmode. On a donc dit que c'était du PCMU. Little Audience on sait pas, et on sait que le bitrate c'est du coup du sample rate, pardon, c'est du 8 kHz. Et on obtient ça qui va être, attention, insupportable à écouter. On va essayer d'importer autre chose peut-être qui est déjà genre ding dong. Est-ce qu'on est capable d'entendre ding dong correctement? Alors, on entend ding dong, mais c'est inaudible, c'est catastrophique. À mon avis, il y a un problème j'ai du mal à comprendre quelque chose dans la documentation. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'audio brut, qui du coup est très léger pour le système. Voilà donc un récapitulatif de tout ça. On a donc le kernel qui lance /linuxrc. /linuxrc qui a pour travail de monter /pool/mtd, de monter /user et de monter /pool/voice. Et ensuite, s'il exécute /user/init/appinit.sh. Appinit.sh, il a comme devoir de créer de la mémoire swap à partir de la mémoire RAM et de charger la mémoire swap avant d'exécuter user_init_start.sh qui charge les modules du kernel liés à la caméra, au moteur, etc. et formate la carte SD s'il en a besoin. Et le processus de démarrage de la caméra est donc terminé dans ce cas-là. C'est donc désormais la fin de la deuxième partie. Et du coup, dans cette troisième partie qui sera plus longue, on s'occupera de reverse engineer peut-être les kernels, enfin les modules kernels, même si je pense pas qu'on en ait tant besoin que ça. Mais surtout reverse engineer les deux binaires, alloca qu'on a trouvé et upgrade my qu'on a trouvé, qui visiblement avait aussi un fichier de config avec des adresses IP, etc. Donc ça serait intéressant de savoir exactement ce que fait ce code-là. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Nodarios. Bye bye.